Donc, Pierre Pachet va nous parler de la question « Suis-je bête ?» Suis-je bête ? C'est pas une question. Pas une question, non, c'est pas une question. Non, justement... Oui, il va plutôt poser la question. Comment ? Voilà, même pas, sans point d'exclamation. Ah oui, un point. Point ou rien du tout, parce que le français a cette ressource très, très belle de l'interjection suis-je bête, où on se retourne sur soi. Non, la question de savoir si je suis bête ou je le suis comme chacun de nous, c'est pas... Peut-être j'ai oublié de présenter Bêtise de l'intelligence qu'a publié, que je vais faire passer de Pierre Pachet, et puis il y avait un article de Pierre de La bêtise et des bêtes dans un numéro du Temps de la réflexion qui était une revue qui était très intéressante et qui a disparu, mais qui était une revue de réflexion. Donc je vais faire passer Bêtise de l'intelligence, un très beau texte en commentaire de sculpture qui imagine une rencontre entre le couple Sartre-Beauvoir et puis Arthur Koestler, et qui refuse de serrer la main à Arthur Koestler. Voilà, pardon de l'interruption. Non, au contraire, mais je dirais deux mots de ce petit livre qui est à peine un livre, qui est plutôt une brochure, parce que oui, j'ai envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui m'a excité à une époque et qui a une certaine drôlerie. D'ailleurs, je peux commencer par là, peut-être, après tout, cette expression bêtise d'intelligence, c'est pas moi qui l'ai trouvée, d'ailleurs elle existe ici et là, mais c'est un livre que j'ai fait en collaboration avec un ami sculpteur qui avait réalisé une sculpture très drôle et très parlante pour illustrer un épisode qui n'a jamais eu lieu, mais qui est très vraisemblable néanmoins, donc ce que tu as rappelé, Simone de Beauvoir et Sartre refusant de serrer la main de Koestler, avec qui ils avaient été amis dans les années d'après la Libération, parce que Koestler manifestait à leurs yeux un anticommunisme inacceptable. Donc cette sculpture est drôle et Bêtise de l'intelligence décrit de façon ramassée et percutante ce qu'il y a chez Sartre, c'est-à-dire cette capacité incroyable, cette dialectique infatigable, nourrie de Maxiton, puisque c'est ça, je crois, qu'il prenait, qui lui faisait écrire des pages et des pages d'argumentation écrasante sur nombre de sujets, en évitant, au fond, ce qui était la bêtise particulière de Sartre, en évitant, au fond, à chaque fois, ce qui se présentait comme réel, par exemple, une expérience, un témoignage, quelqu'un qui y avait été, qui avait quelque chose à en dire, et ce qu'il y a de percutant, de saillant, de blessant dans l'expérience, était évité par ce couple, puisque dans cette histoire je les prends comme un couple, vous allez me pardonner ce moment d'agressivité contre ces morts célèbres que sont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, mais après tout les morts ne sont pas à l'abri de la critique, et plutôt que de citer d'ailleurs les textes de Sartre et de Simone de Beauvoir sur Arthur Koestler, j'avais envie de citer ce que je faisais dans ce petit opuscule, un passage de Simone de Beauvoir qui décrit sa rencontre avec David Rousset. David Rousset, personnage important dans ma vie et dans la vie de beaucoup de gens, qui, au retour de Buchenwald, avait écrit, entre autres, un roman tout à fait étonnant, baroque, et qui est un des grands témoignages sur les camps nazis, qui s'appelle Les jours de notre mort. Et je cite ce texte parce que il montre à mes yeux comment Simone de Beauvoir, avec cette intelligence remarquable, et puis je fais partie des admirateurs du deuxième sexe, je le dis tout de suite, qui pour moi est un livre grandiose, en particulier, enfin sur divers points, en particulier quand elle parle des héroïnes de Stendhal. Mais là, alors elle décrit David Rousset. De tous les gens que nous avions rencontrés chez Isard,
David Rousset était sinon le plus intéressant, du moins le plus volumineux. David Rousset avait une certaine... Bon. Merleau-Ponty avait été en contact avec lui avant la guerre, au temps où Rousset était trotskiste. Il nous l'avait décrit à son retour de déportation, un frêle squelette qui flottait dans un peignoir japonais. Tous ces détails pittoresques me tapent sur les nerfs. Ils sont impropres, ils ne sont pas à leur place. Il pesait 40 kilos, selon le témoignage de Merleau-Ponty. Quand Merleau-Ponty nous le fit connaître, Rousset avait retrouvé sa corpulence, un carreau noir couvrait un de ses yeux, il lui manquait des dents, il avait l'air d'un corsaire et une voix énorme. Tout ce pittoresque n'est pas très plaisant. Enfin, j'espère que vous le percevez. Nous avions lu d'abord dans la Revue internationale son étude sur l'univers concentrationnaire, puis les jours de notre mort, j'admirais la volonté de vivre qui éclairait ces récits. Néanmoins, cette perception, cette description extrêmement pittoresque est aussi une façon d'éviter. Et là, cette bêtise-là qui refuse de se laisser atteindre par ce dont David Rousset est porteur, à la fois par son livre et par sa parole, elle est caractéristique. Et la même chose vaut de leur rapport avec Koestler. Koestler, personnage compliqué, d'une vivacité d'esprit, d'un humour exceptionnel, avec de beaux yeux, quelqu'un qui avait une expérience dans le Comintern, si ça dit quelque chose aux plus jeunes, disons dans l'international communiste, donc il avait été un agent, qui avait été en Espagne, qui avait été dans une prison espagnole attendant une exécution à laquelle finalement il a échappé parce qu'il y avait une campagne internationale. Bon. Koestler avait des choses à dire et il avait d'ailleurs en 1939 membre, alors qu'il était membre du Parti communiste allemand, bien que hongrois d'origine, Koestler avait rédigé en 1939 un texte assez long dans lequel il expliquait à ses camarades et au fond à l'international communiste, qui s'appelait à l'époque le Comintern, pourquoi il se séparait dorénavant du communisme stalinien. Ce qui est intéressant, c'est des détails pittoresques, mais moi aussi j'ai mon côté pittoresque, c'est que ce texte, Koestler l'a perdu, parce que en 40, enfin en 39 plus exactement, il a été arrêté, il était sous les gradins de Roland-Garros, après il a été envoyé au camp du Vernet, on lui a pris ses papiers, la Gestapo lui a confisqué tous ses papiers. Mais il se trouve qu'il y a un biographe de Koestler que je connais, un américain, Michael Scammell, et pour faire sa biographie de Koestler, il a voulu retrouver ce texte que Koestler avait perdu. Et dans les accidents, je ne sais pas comment dire, les retournements tout à fait étranges de l'histoire, les archives de la Gestapo, qui étaient donc à Berlin, les soviétiques les ont confisquées. Parce qu'il y a eu un moment où l'armée rouge, qui ne s'appelait plus l'armée rouge, mais l'armée soviétique est arrivée en Allemagne, comme vous savez, à Berlin, et a rapatrié, si on peut dire, ou enfin, pris toutes ces archives, les a envoyées à Moscou. Et donc, lorsque Michael Scammell a voulu rechercher, il est allé à Moscou, il a obtenu l'autorisation, et il a retrouvé la lettre de Koestler, il l'a publiée, elle est magnifique d'ailleurs. Bon, alors, Koestler, c'est un personnage tout à fait important, et qui est en même temps tout à fait en dehors du monde intellectuel tel que Sartre et Simone de Beauvoir pouvaient le concevoir. Pourquoi ? Parce que c'était un autodidacte, c'était un journaliste, c'est quelqu'un qui était un aventurier, qui était allé en Palestine dans les années 20, qui participait à cette histoire, qui était d'ailleurs plutôt un sioniste de droite, alors qu'il a été communiste par exemple. C'était un personnage incontrôlable, mais bon, qui a sa richesse néanmoins, et il y a une expérience de Koestler qui est irremplaçable. L'expérience qui, à mon sens, est ce que Sartre et Simone de Beauvoir négligent de façon assez systématique. Ce concept n'existe pas pour eux. Et alors, au fond, je n'ai pas connu Merleau-Ponty,
mais j'ai connu son élève Claude Lefort, comme Claude Mouchard l'a bien connu, et j'ai connu Madame Merleau-Ponty. Je vais juste raconter une anecdote, parce que des fois les anecdotes permettent de comprendre les choses. Et une fois, je parlais avec Madame... Bon, puisqu'il y a eu une époque où, après la guerre, Sartre, Simone de Beauvoir, Koestler, Merleau-Ponty, Albert Camus sortaient beaucoup ensemble, buvaient énormément, allaient danser rue des Gravilliers. Bon, ils avaient une vie de gens plein d'intelligence. Et donc je demande à ma mère Ponty, est-ce que vous vous souvenez de Koestler? Elle dit oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. Et qu'est-ce que vous en pensiez? Puisque je ne peux pas interroger Merleau-Ponty, elle me dit, au fond, il me tapait sur les nerfs parce que ce type qui n'était rien, qui n'avait pas de diplôme, qui n'avait aucun arrière-plan universitaire ni scientifique, se mêlait de parler de tout. Et en effet, Koestler a écrit des livres sur l'histoire de la cosmologie, des grands scientifiques. À la fin de sa vie, d'ailleurs, il s'est intéressé à la parapsychologie, mais enfin, bon, moi je m'y intéresse pas, mais ça me paraît pas pendable. Mais pour ma mère Merleau-Ponty, elle avait gardé femme que j'aimais beaucoup, elle avait gardé ce souvenir d'un homme qui se mêlait de ce qui ne le regardait pas. Je suis content de dire ça à l'école normale supérieure de la rue du... Donc là, il y a une bêtise de l'intelligence, d'une intelligence suprême, enfin, qui m'a frappé, moi, quand j'étais adolescent, et dont j'ai mis longtemps à me dégager. Je mentionne aussi, je l'ai déjà mentionné ailleurs, mais le fait que quand j'étais adolescent, et que sous l'influence d'un copain plus snob que moi encore, je lisais les numéros des temps modernes, j'ai lu l'interminable lettre de Sartre, qui s'appelait Lettre à Claude Lefort, qui était une... alors j'avais aucune idée de qui pouvait être Claude Lefort, pour moi il était non existant, mais il y avait une lettre qui l'écrasait parce qu'il avait osé mettre en cause le dogme accepté par Sartre, selon lequel le parti, c'est la classe. Le parti, vous voyez lequel, c'est la classe, vous voyez laquelle. Le parti, c'est la classe. Et donc, les textes de Lefort, que je ne connaissais pas à l'époque, mettaient ça en cause. Hein, bon, mais peut-être que la classe, c'est pas exactement la même chose que le parti, peut-être que le parti. Bon, bref. Et c'est beaucoup plus tard qu'avec Claude Mouchard, on a rencontré Lefort, et donc j'ai vu que c'était quelqu'un qui, à l'époque, était un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui avait eu le culot, l'audace de se dresser, pas simplement parce qu'il avait une formation trotskiste, mais parce qu'il ne se laissait pas faire par le poids écrasant de la dialectique, de l'argumentation interminable. Je prends trop de temps sur cet épisode, mais il a été vraiment important parce que cette forme de bêtise-là, la bêtise, on peut dire, la bêtise dialectique, la bêtise argumentative, la bêtise intarissable, elle écrase quelque chose qui, chez Claude Lefort, au contraire, nous a paru admirable jusqu'à la fin de sa vie, qui est le désir de penser librement. Désir de penser librement qui peut se manifester d'une façon d'ailleurs éventuellement désagréable, tranchante, pas facile à vivre, pas commode, mais il y a quelque chose qui se dresse, qui s'arrache, et en réfléchissant à l'histoire de bêtises, non pas que je... Enfin, bon, bref, en y réfléchissant, je me suis dit que ce qui me pèse le plus dans la bêtise, et en particulier dans la mienne, c'est cet acquiescement à la servitude, acquiescement à l'absence de liberté. Alors, ce qui était cette question de la bêtise, et en particulier à propos de Flaubert et de Bouvard-Pécuchet, a agité beaucoup de gens, et moi je ne suis pas du tout ni spécialiste ni même amateur particulièrement de Flaubert, je suis plutôt stendhalien, mais à l'époque, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, c'était en 88, Pontalis avait rassemblé des textes dans un numéro justement de cette
il y a cette revue annuelle qui s'appelait Le Temps de la Réflexion, c'est un beau titre, autour de ce thème de la bêtise et des bêtes. Alors, il y avait d'ailleurs, je dois le dire, bien qu'il soit là, un très très beau texte de Claude Mouchard sur Bouvard et Pécuchet, mais pas seulement sur Bouvard et Pécuchet. C'est un texte qui suivait d'une façon particulièrement sensible, je veux dire, par une perception presque de la consistance, de la couleur, de la bêtise des paysages qu'elle ouvre ou qu'elle recouvre. Pas simplement Flaubert, Bouvard et Pécuchet, mais aussi Queneau, les enfants du Limon, Platonov, cet écrivain russe génial qui évoque des personnages qui, dans les années révolutionnaires et post-révolutionnaires, se débattent dans leur propre impossibilité de penser, et d'autres, Mosil en particulier. Alors, il y avait des textes, alors, je veux revenir sur un point, parce que là aussi, c'est ma propre bêtise que je surprends. C'est pas facile de surprendre sa bêtise. C'est pas facile. C'est un peu comme vouloir regarder son propre profil. Enfin, on peut le faire avec des miroirs, mais on a beau se tourner vite, le nez se dérobe, évidemment. On ne peut pas voir son propre profil, et cette bêtise est là, elle est constitutive. Alors là, je suis frappé en relisant ce numéro du Temps de la Réflexion de 88, qu'une citation, un passage d'un livre de Deleuze est cité 3 fois. Parce que Deleuze a écrit dans Différences et répétitions, texte pas facile à lire, si je peux me permettre, mais impressionnant. Il y a un paragraphe de Gilles Deleuze sur la bêtise. Bon, là aussi, je suis désolé que Deleuze soit mort, vraiment, ça me fait de la peine. Mais oui, c'est vrai, ça me fait de la peine. C'est quelqu'un d'une telle qualité, et j'aurais aimé pour m'en prendre à lui en face. Alors, quelle est cette citation ? Je vais vous la lire, si vous permettez, puisqu'elle est citée plusieurs fois dans ce numéro. Elle est citée comme une référence, on pourrait dire, incontournable de l'époque, en particulier dans un texte qui ouvre le numéro, qui est un texte de Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy aussi, j'aurais à dire sur Jean-Luc Nancy. Son intelligence exceptionnelle, et en même temps... Bon. Alors, le texte de Jean-Luc Nancy consiste en une série de paragraphes qui sont disjoints un peu, et un de ces paragraphes, ça s'appelle « Fragments de la bêtise ». Ce sont des fragments qui sont, c'est pas un discours organisé, et un de ces fragments est une citation de Deleuze que je vais citer longuement, c'est page 17, mais c'est aussi donc d'autres pages, c'est page 161 dans un article Froment-Meurice, page 179 dans l'article d'Arnaud Vianney, peu importe. Mais voilà. Alors, c'est du langage un peu philosophique, vous m'en excuserez, mais pour moi aussi, c'est pas simple à digérer, ce langage. L'individuation comme telle, opérant sous toutes les formes, n'est pas séparable d'un fond pur qu'elle fait surgir et qu'elle traîne avec soi. Ça me parle, hein. L'individuation, donc l'effort pour être un individu, pour s'individualiser, est inséparable d'un fond. Ça va, jusque-là, c'est bon. Il est difficile de décrire ce fond, et à la fois la terreur et l'attrait qu'il suscite. C'est beau. Remuer le fond est l'occupation la plus dangereuse, mais aussi la plus tentante, dans les moments de stupeur d'une volonté obtuse. Remuer ce fond auquel l'individuation, le désir de s'individualiser s'arrache, mais avec lequel on ne peut pas rompre. Et remuer ce fond est dangereux et tentant, car ce fond, avec l'individu, monte à la surface et pourtant ne prend pas forme ou figure. Donc, enfin, c'est pas facile à saisir, hein, ce sont des images, parce que la philosophie conceptuelle, elle est faite d'images. Donc, en quelque sorte, ce que Deleuze dit dans ce texte, qui est un de ses premiers grands livres, c'est que la bêtise est liée au fait même d'être individu. L'individu s'arrache à ce fond et en même temps, il l'amène à la surface. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Enfin, moi, un peu, mais pas. La bêtise n'est pas le fond ni l'individu.
mais bien ce rapport où l'individuation fait monter le fond sans pouvoir lui donner forme. Il monte, entre parenthèses, ce fond, il monte à travers le jeu, pénétrant au plus profond dans la possibilité de la pensée, constituant le non reconnu de toute recognition. Enfin, c'est d'une virtuosité, c'est extraordinaire, je trouve, c'est le côté vraiment grand couturier de Deleuze, qui faufile, qui plie, qui replie, c'est tout à fait extraordinaire. Alors je lis cette citation qui figure 3 fois, et je me dis, à ma grande honte, parce que la reconnaissance à propre bêtise ne va pas sans honte, que moi aussi j'ai cité ce paragraphe, comme un con, et dans un livre sur Baudelaire, où à un moment donné, parlant de ce désir de s'individualiser, qui pour moi est très vivant chez Baudelaire, et qui est non seulement vivant chez lui, mais qui est la clé du rapport qu'il institue avec son lecteur hypothétique, je cite cette phrase, ce paragraphe, j'y renvoie en disant, c'est une des phrases, j'ai honte, je n'ai pas regardé le bouquin, mais une des phrases les plus intelligentes qu'un philosophe ait pu écrire. Et maintenant, je me dis, non, là, j'ai cédé, j'ai été intimidé, et mon désir de penser librement a fléchi devant le brillant de ce paragraphe qui, au fond, ne m'éclaire pas vraiment, qui attire l'attention sur quelque chose, sur ce rapport entre le fond et la surface, sur la façon dont la bêtise fait venir le fond sans lui donner de forme. Il y a quelque chose de brillant, et néanmoins, ça reste à distance. Alors, je me suis donc surpris à moi-même céder sur ce point. Et au moment même où j'essayais de préparer de rassembler quelques idées, des idées qui étaient je sais pas où, enfin, éparses autour de moi, sous le lit, derrière des choses que j'avais faites au cours des journées, des idées qui, comme dirait Joubert, étaient dans la mémoire de Dieu, parce que Joubert dit où vont les idées oubliées dans la mémoire de Dieu. Je comprends ce qu'il veut dire. Enfin, alors, au moment d'essayer de rassembler ces idées, je me disais, mais j'essaie de faire ça correctement, parce qu'il y a ce public vraiment intimidant, Anne, que je respecte, et il ne faut pas lui bousiller son séminaire. Je me disais, mais même en ce moment, je suis en train déjà d'avance d'oublier quelque chose d'essentiel, parce que selon un mouvement qui m'a toujours, qui me passionne depuis très longtemps, se concentrer sur quelque chose, c'est par définition oublier autre chose. C'est pour ça que je me suis intéressé beaucoup à la somnolence, au sommeil, à tous ces états dans lesquels on lâche prise tout en voulant se concentrer sur quelque chose. Il n'y a pas d'attention sans inattention. Faire attention à quelque chose, se focaliser son attention sur un point, c'est évidemment oublier le reste. C'est pour ça que Pierre Curie s'est fait renverser par un tramway, parce qu'il pensait à quelque chose. Donc quand on traverse les rues, il ne faut pas penser à quelque chose, il faut regarder autour de soi. Mais même en regardant autour de soi, en faisant attention à la circulation, on oublie autre chose. On oublie que... Bon, cette nécessité de l'oubli qui est constitutive, au fond, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, c'est mon côté autobiographique qui est chez moi irrépressible, il me semble que j'en ai compris l'importance en classe de philosophie au collège de Cusset, où on avait un prof particulièrement idiot qui nous dictait le manuel de Cuvillier. Enfin, Cuvillier, c'est un manuel qu'on utilisait à l'époque, qui était vraiment pas génial. Donc il nous le dictait, parce qu'il avait rien à dire, le pauvre. Mais tout en nous dictant ce manuel de Cuvillier, il a attiré notre attention, un moment, sur une pensée qui a été pour moi frappante, c'est la théorie de la Gestalt. La Gestalt, c'est justement cette pensée qui a été élaborée à Berlin par un certain nombre de penseurs, de psychologues et de philosophes, sur laquelle, précisément,
dégager une forme dans un espace mental ou réel, c'est discriminer entre un fond et une forme, c'est discriminer entre ce qui reste à l'arrière-plan et qui est flou et ce qui vient au premier plan. Et j'ai eu l'impression, ça me parlait, bien que je ne sois pas devenu psychologue, si un petit peu psychologue amateur, ça me parlait en attirant l'attention sur le fait que les puissances négatives de la pensée, on va appeler ça de façon un petit peu prétentieuse, les puissances négatives de la pensée ne peuvent pas être tenues à l'écart, mais sont constitutives de l'activité même de penser ou de réfléchir. Ces puissances négatives, je les prends au sens de Baudelaire, puisque il les énumère. L'ennui, le péché, la lésine, il les énumère. Mais il y a aussi la bêtise. Cette bêtise fait partie de ces puissances négatives. Et au fond, une des choses que j'aime chez Baudelaire, parmi beaucoup d'autres, mais une des choses, c'est d'avoir précisément voulu écrire les fleurs du mal. C'est-à-dire penser que dans le mal, parce que ce sont des formes du mal, que tous ces vices qui nous constituent, qu'il faut une sorte de cortège, de ménagerie même dans la façon dont il est décrit, de ces vices constitutifs, on peut trouver des fleurs. Et c'est très difficile de savoir. Alors, de l'ennui, moi je vois à peu près comment de l'ennui, j'ai pu personnellement faire quelque chose, comment l'ennui a été pour moi une ressource et pas simplement une malédiction, comme ça semble être quand on est gosse, qu'on s'ennuie, on dit je m'ennuie, t'as qu'à, comme disait mon père, t'as qu'à avoir une vie intérieure, ou bien t'as qu'à t'occuper, fais la vaisselle, faire quelque chose, intéresse-toi à quelque chose. Mais précisément, on est plongé dans l'ennui. Et bon, il me semble dans ma vie avoir pu renverser cela et trouver dans l'ennui toute la... Mais dans la bêtise, c'est beaucoup plus difficile parce que la bêtise, précisément, on a du mal à la surprendre. Alors... je voudrais... j'avais pensé vous renvoyer à un texte, là, comme j'ai annoncé dans le petit papier que j'ai envoyé à Anne, parce que c'est un livre que j'ai lu récemment, dont je ne sais pas quoi penser, mais qui est certainement, en tout cas, très intelligent. C'est le livre de Mathieu Lindon qui s'appelle Ce qu'aimer veut dire. Donc je vais parler 5 minutes de Mathieu Lindon, que je ne connais pas, enfin il a dû être mon étudiant à un moment, mais je ne connais pas plus que ça. Mais Mathieu Lindon, donc, est le fils de Jérôme, l'éditeur, et il raconte dans un livre qui est vraiment extrêmement bien écrit, de façon précise, ce qu'a été l'époque de son amitié avec Michel Foucault. Michel Foucault aussi, un des esprits peut-être, non seulement les plus intelligents qui existaient dans la France intellectuelle, mais peut-être les plus courageux aussi, vraiment courageux et les plus rieurs aussi. Et Mathieu Lindon raconte d'une façon que je trouve assez belle, ce qu'a été l'époque de son amitié à lui et à d'autres, avec Michel Foucault, qui les hébergeait avec liberté, qui au fond leur a enseigné une certaine liberté, qui est loin de la mienne, qui est une liberté qui est liée au milieu homosexuel, à la liberté dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, mais c'est assez fort. Et c'est une façon de vous recommander ce livre, éventuellement, Ce qu'aimer veut dire, chez Perel, un moment assez fort, où dans ce milieu, il y avait aussi Hervé Guibert, autre personnage, un écrivain qui n'est pas négligeable, et qui est aussi courageux à sa façon et surprenant. Et alors, le livre de Mathieu Lindon se termine par une évocation de la bêtise qui est pas mal, qui est d'ailleurs pas facile à comprendre, et
ce qui est surprenant, c'est que dans cette conclusion de son livre, Mathieu Lindon, réfléchissant à ce qu'est le legs, l'héritage qu'il a reçu de Michel Foucault, se pose la question de savoir si lui-même il est intelligent ou pas. Et il évoque pour ce faire un film de Charlot. Alors, il y a un gag dans lequel Charlot rentre chez lui, ouvre la porte et reçoit une poutre sur la tête. 3 fois, 5 fois la scène se produit, parce qu'à chaque fois, Charlot a l'esprit ailleurs en poussant cette porte. C'est ça. C'est qu'il y a forcément une zone de notre attention qui n'est pas concentrée sur ce qui est dangereux, important, et qui fait qu'on oublie ses affaires. Parce que quand on dit « suis-je bête », en général, c'est qu'on a oublié quelque chose. On a oublié quelque chose d'important. On a oublié son portefeuille, on a oublié que la personne à qui on parle, bon, etc. Son enregistreur. Par exemple. Mais tu l'as retrouvé, donc oui, c'est oui. bon. Il était où? Dans mon sac. Oui. 3 fois, 5 fois la scène se produit, parce qu'à chaque fois Charlot a l'esprit ailleurs, jusqu'au moment où il fait attention, mais ça ne change rien. Il a beau ouvrir sa porte précautionneusement, il prend quand même la poutre sur la tête. J'ai adoré ce gag. Le lendemain, comme le film avait été invisible pendant des années, parce que c'est Charlot à l'époque, on ne les voyait pas, le journal du dimanche demandait leur réaction et à des jeunes spectateurs, et l'une disait, comme le film lui avait semblé admirable, à l'exception toutefois du gag de la poutre, jugé répétitif. En bon adolescent, j'avais été flatté de mon goût si original. Donc il se dit, moi je suis pas mal, moi j'ai trouvé que ce gag était bon, et donc il y revient. Et il en tire, dit-il, une sorte de métaphore, c'est que ce qui fait que la poutre tombe, ça ne dépend pas de l'attention que Charlot lui porte, mais de l'angle de la porte qui s'ouvre. Quand elle dépasse ce qui est acceptable, ne serait-ce que d'un demi-degré, la poutre s'effondre, que Charlot s'en préoccupe ou non. Alors, voilà ce qui suit. Lorsque j'étais jeune, je trouvais que j'étais intelligent. Moi aussi, je comprends cette phrase. Puis je me suis rendu compte que j'étais bête. Aussi, mais cette constatation m'a paru un signe d'intelligence. Ouais, on comprend tout là, c'est bien, c'est lumineux. Puis je n'ai pu faire autrement que découvrir que quand j'étais bête, le savoir n'y changeait rien. Alors, cette réflexion, à ce moment-là du livre, qui est le moment où il va cesser, où il va dire au revoir à son livre, où il va le lâcher, livre qui est difficile, parce que c'est un livre qui en un sens est adressé à son père Jérôme Lindon qui est mort, qui est adressé à Michel Foucault qui est mort, qui est adressé à Hervé Guibert qui est mort. Et c'est assez beau, il dit, enfin tout ça, le monde qu'il a connu a disparu, l'appartement de que Michel Foucault leur prêtait, etc., cette liberté. J'aurais voulu écrire ce livre de telle sorte que Michel et mon père puissent le lire avec émotion, si ce n'est qu'il est fondé sur leur impossibilité nue à faire cela avec quelque sentiment que ce soit. C'est impensable. Ensuite, il y a une blague de mauvais goût, mais je vais vous la lire parce que le mauvais goût fait partie aussi de la pensée. Ça m'évoque la sinistre blague Carambar, vous savez, du maître d'un chien adoré maintenant mort qui, face aux os du cadavre, regrette que son chien ne puisse même pas s'en régaler. À un moment ou à un autre, c'est l'histoire de tout amour. Bon, il y a une cruauté, il y a aussi un talent qui à mon sens, est particulièrement homosexuel, peut-être aussi, mais bon, c'est une certaine qualité. Alors je voulais attirer là-dessus et rapprocher d'ailleurs de ce que Claude Mouchard écrivait dans son texte de 1988, page 114, enfin au milieu de choses que moi je trouve tout à fait admirables. Si je peux en citer un paragraphe, t'as qu'à faire mes oreilles. C'est une question. Sauvé dans la moiteur d'un colloque, peut-être, chaise, paroles suant angoisse,
connivences et haines, Bouvard et Pécuchet de la bêtise. Sauver Bouvard et Pécuchet de la bêtise, est-ce qu'on peut faire ça? Pauvre parler, parler ERS, hein, pauvre parler, bouilli, bleuâtre, blessable, chair de fond d'artichaut, qui par là voudraient eux-mêmes se sauver. Fond d'artichaut, non, t'as pas honte? C'est bien. T'as un peu honte? C'est bien, c'est vraiment bien. Vous voyez, le fond d'artichaut, il y a de ça dans Bouvard et Pécuchet. Et alors, un peu plus loin, il écrit « Rien ne suggère dans le texte de Flaubert, ni me semble-t-il ailleurs sous sa plume, que, citation, voir la bêtise, celle des autres en l'occurrence, vous affranchisse de votre propre bêtise. Ce que Flaubert a maintes fois expérimenté, c'est plutôt la force d'attraction de la bêtise, de celle même qu'on voit. Voir la bêtise n'étant rien, une issue hors de la bêtise, voir sa propre bêtise n'en libérerait sûrement pas. » Je suis pas sûr qu'il ait raison, Claude Bouchard, là, je suis pas sûr. Je veux pas dire qu'on puisse se libérer de la bêtise, mais certainement que voir sa propre bêtise, ce à quoi on est confronté aussi fréquemment quand on est attentif à ça, n'en libère pas. Je vois pas comment on pourrait se libérer de la bêtise si, comme je pense, elle est constitutive de l'activité même de penser, mais voir sa propre bêtise, au lieu de se concentrer sur celle des autres, ce qui est une activité plus facile, voir sa propre bêtise permet de peut-être être plus méfiant et dégager en soi-même le désir d'être libre, qui est, à mon avis, ce qui est en jeu dans cette question. Et alors, je me disais, si je pouvais, parce que là je vais terminer, hein, ça va être la fin. Si je pouvais, si j'arrivais à décrire un peu ma bêtise propre, hein. Enfin, évidemment, c'est pas à moi de le faire, mais admettons que je me mette à sauter en l'air, à me retourner, à me regarder de profil, c'est sauter par-dessus mon ombre, je trouverais que ma bêtise est liée à des moments d'inertie, de torpeur, mais surtout de manque de courage. Par exemple, quand j'ai cité Deleuze alors que j'en avais pas envie, je veux dire, c'est pas que je déteste Deleuze, c'est pas ça, mais j'avais pas envie de le citer dans ce type supposé, je l'ai cité, mais par conformisme à l'égard de ce qui était chic, de ce qui me paraissait chic, de ce qui m'impressionnait. Oui, manque de courage, manque d'esprit de liberté, et inversement, dans ma bêtise, il y a les accès de présomption, d'insolence, le manque d'égard manque d'égard devant les gens, la façon de faire irruption trop brutalement dans leur intimité. Savoir ça, en effet, ne m'en sauve pas, ne m'en guérit pas, mais m'aide peut-être à à réparer les moments où cette bêtise est trop nocive. Alors pour ce que j'essaie de faire dans cet exposé qui paraît tout à fait fluide, parce que comme j'ai l'habitude de parler en public, je fais des phrases qui suivent, mais il y a quelque chose évidemment de décousu. Mais ce que j'essaye de faire peut-être, c'est d'inciter à dégager, à réorienter son attention d'un aspect de la bêtise vers un autre. Il y a un aspect de la bêtise qui est extrêmement frappant, c'est qu'elle est sociale, elle est liée au collectif, elle est liée à l'existence collective, elle est liée par exemple à la conversation, au bavardage, aux paroles qui nous traversent, qu'on a entendues, qu'on répète. Et je voudrais réorienter l'attention, la vôtre à un moment, vers non pas la bêtise dans son aspect collectif, mais dans son aspect individuel. C'est pour ça que la phrase de Deleuze m'importait, parce qu'elle s'intéressait à la bêtise liée à l'individuation, cette bêtise de soi, pas la bêtise qui consiste à être... La bêtise de soi qui est le renoncement à
à la tâche, disons, de voir ce qui est et de le penser si on peut. Et pour m'éclairer moi-même, je proposerais une distinction, parce que ça aide quelquefois, mais qui n'est certainement pas extrêmement nouvelle, entre la bêtise par excès et la bêtise par défaut. Alors, là, cette distinction justement échappe à la question du collectif ou de l'individuel. Mais, bien entendu, c'est l'individuel qui m'intéresse là-dedans. La bêtise par excès, c'est celle qui nous pousse, et me pousse à recouvrir les choses de parole, par exemple, à manquer de retenue, à manquer de réticence. Et cette bêtise par excès, cette bêtise qui veut tout obturer, il me semble que je la connais bien chez moi. Je la connais bien, je la connais en partie. Et la bêtise par défaut, c'est la bêtise, c'est la bêtise du manque de talent, du manque de rapidité, de l'inaptitude, de la lenteur, de l'adhésion à soi, de l'incapacité à imaginer, par exemple, dans les moments où il faudrait imaginer ce que ressent autrui, ce que ce pourrait être autrement. Cette bêtise par défaut, ça n'est qu'une distinction, ce n'est que des concepts qu'il ne faut pas graver dans le marbre, d'ailleurs il n'en était pas question, mais il faut les oublier, mais je proposais ça pour moi-même et pour mes complaisants auditeurs, que ces deux mouvements, le mouvement de l'expansion et le mouvement de la faiblesse, sont constitutifs de ce qui constitue, sont constitutifs de ce que c'est d'être quelqu'un, et que donc être quelqu'un a bien, comme le avoir avec la bêtise, mais peut-être je suggérerais selon ces deux ou différentes dimensions auxquelles on peut être attentif. Je m'arrête. Bon, merci beaucoup, c'est tout à fait passionnant. Je retiens, j'ai beaucoup de choses qui m'ont retenu. Tu disais que tu étais plutôt stendhalien que flaubertien. Il me semble que tu fais bien le pont entre la réflexion stendhalienne qu'on a par exemple dans la vie de Henri Brulard, l'œil ne se connaît pas lui-même. C'est vraiment la perspective de l'autoréflexivité, et puis la pensée flaubertienne de la bêtise, qui est qu'on est forcément dans la bêtise de l'autre, on la porte en nous par les idées reçues qui nous habitent et contre lesquelles on peut lutter, et on a toujours cette part d'obscurité. Tu parlais des puissances négatives. Cette puissance négative, elle est à la fois destructrice et constitutive de la personnalité. Donc ça m'apparaît vraiment fondateur. Je voudrais juste commencer, ouvrir la discussion, et puis il y a sûrement plein d'interventions sur la question de l'intimidation, de la relation à la liberté, qui est vraiment un des axes de ton exposé. Je repense à nouveau à Bouvard et Pécuchet. Il me semble que, bien sûr, Bouvard et Pécuchet, ils ont une sorte de bêtise, ils sont un peu du côté des Gilles ou des Pierrot, mais le mouvement même qui les anime à chaque fois interroger les savoirs, et puis ils retombent à côté, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont échoué, mais en même temps, ils ont à chaque fois ce mouvement qui anime tout le roman d'exploration. Il me semble que ça va dans le sens de cette recherche d'une lutte contre l'intimidation des savoirs. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une confrontation à l'intimidation des savoirs, et chaque fois ils essayent ils voient qu'ils se contredisent, ils sont déçus, ils repassent à autre chose. Alors ils ont une forme de bêtise dans l'interrogation, mais ils ont cette lutte contre l'intimidation qui culmine au moment où ils ne supportent plus les idées reçues, où ils sont
ça lui met dans une dépression profonde de voir qu'au coin de la rue, on va retrouver le même profil, le bourgeois, la même sottise dans la conversation quotidienne, et aussi la même oppression des idéaux au pouvoir. C'est-à-dire, dans Chavignol, la montée du napoléonisme, et puis donc tu disais que tu t'éloignais de Flaubert, mais en même temps que là, il me semble, ça touche au cœur, Bouvard et Pécuchet dans leur mouvement. Alors évidemment, ça permet de dépasser l'opposition, sont-ils bêtes, ne le sont-ils pas? Parce que il me semble que dans ce mouvement même qui les anime, il y a cette interrogation, et la copie, c'est aussi une forme de vengeance contre l'intimidation du savoir. C'est pas seulement ça, mais voilà, je me tais et je vais peut-être... Non. Y a-t-il, bien sûr, des commentaires, des questions, des remarques? Il me semble que c'est vraiment un exposé incitatif, ça fait penser, ça fait... Claude Bouchard. Mais il n'y avait pas de doigt qui se levait dans ton dos. Hein. Non, je demande la parole plusieurs fois. Mais tu la possèdes. Dans l'ordre des choses. Évidemment, l'histoire Koestler, Sartre, Simone de Beauvoir, est évidemment passionnante et vraiment pour tout sujet. C'est un point vraiment essentiel. Et effectivement, la confrontation avec le fort aussi fait partie de ça. Ce que je voulais, un autre point de vue sur cette situation, sur la pensée, disons, sur ce qu'il peut y avoir de bêtises dans la pensée politique de Sartre et Simone de Beauvoir, en particulier quand il la partage vraiment. Ce qu'il peut y avoir de bêtises, à nos yeux, aujourd'hui. Il y a un truc pour moi, peut-être j'ai tort, voici ce que je me dis à propos de Sartre et du Parti communiste à ce moment-là. Puisque, effectivement, le parti, c'est la classe ouvrière, et il n'est pas question, un intellectuel comme moi n'a pas à se rapporter à la classe ouvrière indépendamment du parti, puisque c'est la classe qui a choisi le parti, et moi je suis un salaud, je suis un type de massal, je suis un peu bourgeois. Donc, cette humilité est en fait une vanité incroyable, et surtout, il m'a toujours semblé que Sartre se rapportait au parti en sachant qu'en un sens, et en le disant, en me montrer clairement que la parole du parti était gonflée de bêtises aussi. Quand il parle, il y a des questions de période, il y a des questions de date, il faudrait suivre. Et quand il parle de canapa, à un moment il dit un canapa, mais c'est pour lui c'est l'incarnation de la connerie absolue, et pourtant il faut se soumettre. Donc il y a un rapport obscène, vraiment, ou un rapport de Sartre, de l'intellectuel qui veut en même temps s'humilier, c'est quand même aussi l'intellectuel doit s'humilier, d'une certaine façon, doit subir par rapport. La réalité pour lui, c'est la réalité de la classe ouvrière, contrôlée par le parti, et devant cette réalité, l'intellectuel doit s'humilier. Et en même temps, c'est un orgueil fou, je trouve. Mais enfin, il reconnaît quelque part une bêtise, il en fait une espèce de surmoi obscène et imbécile, qu'il doit s'imposer à lui-même. Voilà le genre de choses que le fort a absolument. Parce que quand Sartre pensait comme ça, toute une partie des intellectuels pensaient comme ça. L'expression, c'est pour ça que ça marchait si bien, l'expression d'une façon de se comporter des intellectuels à l'égard de la réalité politique. Il suffit de voir ce qui s'est passé en effet pour le procès Rousseau ou pour le procès Kravchenko. J'ai une phrase que je voudrais citer qui est aussi dans les mémoires de Simone de Beauvoir, parce qu'elle rapporte qu'à un moment donné, donc ils avaient des conversations quotidiennes avec Camus, qui ne pensait pas. Non. Et Camus, dans une conversation entre amis, avec Sartre et Simone et d'autres, Camus reproche aux ouvriers français leur indifférence à l'égard des camps soviétiques. Citation. Ils sont déjà assez emmerdés sans s'occuper de ce qui se passe en Sibérie, dit ça. C'est le mot emmerdé qui porte le... Tu vois, hein, pas besoin de vous faire un dessin. Ils sont assez emmerdés. Le mot emmerdé est un gage qui est donné à la vaillance du prolétariat qui, lui, porteur de cet emmerdement, qui ne peut être nommé que dans ce vocabulaire, n'a pas à se soucier d'autre chose. Ça veut dire que le Parti communiste, qui est l'organe de la classe, n'a pas à se soucier de ça non plus. Ah, ouais, a fortiori, ouais. Enfin, dans le même mouvement, oui. J'avais bien aimé ils sont assez emmerdés. Ouais. Non, mais je t'ai coupé, là. Non, pas du tout. C'était une forme d'infatuation.
Claude. Tu disais que tu voulais intervenir plusieurs fois. J'ai dit, c'est tout à fait autre chose. On passe à autre chose. Si le public l'accepte, je ne sais pas. Est-ce que vous entendez, monsieur Mouchard? Quoi? Mais les gens ne t'entendent pas parce que tu tournes le dos. Il faut haranguer les foules. Tu veux venir par là? Non, pas du tout, mais non, mais écoutez, il y a un autre truc. La citation de Deleuze, en effet, c'est tout à fait fascinant parce que non seulement elle parle de la bêtise, mais tu en fais un problème de ton propre rapport à la bêtise. Or, moi je ne sais pas, là, sur l'histoire du fond, ça mériterait effectivement une réflexion sur ce fond qu'il invente, qui est une espèce de fabrication, comme il dirait, de concept d'image. C'est une image qui doit faire concept, il dit qu'il fabrique les choses, il a le droit, il le fait, bon, etc. C'est une notion de fabrication de concept chez Deleuze, c'est aussi pas loin de ce nombre de questions que tu poses. Mais c'est pas ça que je veux dire, simplement, c'est ce que tu as dit, du fait même de citer Deleuze, quand tu l'as cité dans le premier livre, dans ton livre sur Baudelaire, le fait même de citer Deleuze. Donc, la question que je me pose, c'est vraiment un point crucial aussi que l'usage des citations, l'usage des mentions, des choses comme ça, mais l'usage des citations dans quel cas cité, et dans nos pratiques, et moi chez moi comme chez bien d'autres, donc dans quel cas ça devient une marque de servilité, une marque d'appartenance, un signal, un clignotant pour dire je suis dans le coup, je fais partie de ça. Et dans quel cas, au contraire, parce que si dans la citation, tu vas nous faire considérable, dans quel cas, au contraire, citer, c'est pouvoir se retourner sur ce qu'on cite, l'interroger, je dis là des évidences. Mais en fait, vraiment, ces pratiques, dans toute l'histoire de la littérature, mais dans la modernité, dans notre modernité, les différences même, moi j'ai jamais lu d'études là-dessus qui soient fines. Je me disais quelquefois, quand la citation est allusive, elle est particulièrement complice, connivente, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il y a un auteur qui cite admirablement, qui me fascine sur ce point, c'est Kertész, Imre Kertész. Dans son Kaddish pour l'enfant qui naîtra pas, tout est entier cette citation, et à aucun moment, sans que je sache, il n'identifie les citations. Quelquefois, elles sont totalement implicites. Je suis sûr qu'il y en a que je n'ai pas perçues, il y en a que j'ai perçues. Je suis fier de les avoir perçues quelquefois. Je me sens élu par le fait que je reconnais la citation et que votre connard ne le reconnaîtront pas. Mais dans cette histoire de rapport aux autres, à l'appartenance intellectuelle, parce que la bêtise, c'est aussi des questions la bêtise intelligente, c'est aussi des questions d'appartenance intellectuelle. C'est aussi se sentir du même. Eh bien, je trouve qu'il y a là quelque chose qui, dans la modernité, depuis en effet au milieu du XXe siècle, est devenu terriblement actif. Oui, mais enfin, là aussi, je trouve que c'est bien aussi de ne pas oublier que nous sommes en gros des universitaires et qu'il y a une bêtise universitaire particulière et qu'il y a une bêtise universitaire, on pourrait dire, des années 60. Enfin, justement, quand est né ce monde de l'appartenance, des signes de reconnaissance, où les gens s'entrecitaient, enfin, tel quel a été le foyer où ils s'entrecitaient les uns les autres. Alors, là aussi, je vais me retourner sur ma propre bêtise, c'est pareil que le centrisme m'intéresse plus qu'une autre, parce que quand j'ai écrit ce bouquin sur Baudelaire, j'ai voulu avoir l'avis d'un type que je respectais beaucoup, parce qu'il était grognon et peu susceptible de complaisance à l'égard des modes. C'était Georges Blin, un mec qui était prof au Collège de France, qui avait fait des études sur Stendhal que je trouve pas dépassées, sur les intrusions d'auteurs, trucs comme ça, et qui avait écrit un livre sur le sadisme de Baudelaire, entre autres. Alors, j'ai envoyé un article, et dans cet article, couillon que je suis, je citais, vraiment, mais c'est pas une erreur de jeunesse, hein, c'est un truc, c'est éternel. Je citais un texte que je n'aimais pas du tout, qui était l'analyse des chats de Baudelaire par Machin et Jacobson, Lévi-Strauss et Jacobson. Vous voyez ce que c'est, cette analyse des chats par Lévi-Strauss et Jacobson? Je citais ça. Et Georges Blin m'a renvoyé une lettre qui était une sorte de gifle.
pourquoi vous citez ça? Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça éclaire? Mais ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bon, il ne doit pas être facile à vivre, ce mec, mais là, il m'a fait du bien et il m'a permis de voir ce que j'étais en train de faire. Donc, le recours aux citations, qui ne sont pas uniquement, disons, des citations d'information ou d'indication des sources, qu'on fait tout le temps, là, c'est en effet un lieu extrêmement dangereux. Ça nous ramènerait à Flaubert. Hein. Ça ramène à Flaubert comment, alors je sais Parce pas. que c'est plein de citations. Ouais. Les savoirs sont cités, mais ensuite, toute la deuxième partie du pouvoir du coucher, c'est des citations. Oui, oui. Qu'est-ce qui arrive là? Mais c'est justement ce mouvement de mise en question de l'autorité de la citation. Mais avec, oui, l'ambiguïté. Mais dans cette problématique, moi, ce qui me semble, ce qui me touche particulièrement, c'est ce doute que ça introduit dans la conscience claire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on est content de soi ou quand on a une conscience, on a une idée, etc., il faut aussi être conscient de l'obscurité et de la bêtise possible. Et c'est aussi une problématique flaubertienne, l'idée que toute assertion contient en puissance une forme de sottise, qui est de fixer les choses. Hein. C'est un des sens de la bêtise et de conclure. C'est autre chose, la bêtise et de conclure. C'est l'idée des causes et des finalités de toute action humaine. Mais il y a aussi cette idée. Moi, depuis longtemps, j'ai retenu cette idée du doute lié à toute assertion, à toute affirmation dogmatique, et la mise en cause, même si ça n'aboutit pas. Enfin, l'idée que la vérité n'est pas sous forme d'assertion, sous forme ou peut-être qu'elle n'est pas atteignable. Oui, enfin là, je suis pas obligé d'être d'accord, mais non, parce qu'il y a des moments aussi où il est nécessaire de trancher. Ou penser librement, c'est oser risquer. Oui, il y a aussi ça. Oser risquer quelque chose qui est absolument assertif. Mais donc c'est pas tout. Oui, bien sûr. Non, c'est sûr. Et puis il faut contextualiser, parce que ce genre de réflexion un peu générale mérite. Tu distinguais deux types de bêtises, l'aspect social lié à la bêtise collective, et puis la problématique de la bêtise de soi-même. Il me semble qu'elles sont en relation dialectique, les deux. Hein. L'une ne va pas sans l'autre. C'est encore la question des idées reçues. Enfin, non, oui, mais il me semble que en particulier chez Flaubert, pour ce que j'en connais, de Bouvard-Pichet, de sa correspondance, ce sont, comme dans un dessin de Steinberg, ce sont toutes les paroles qui passent dans l'espace et qui vous traversent la tête, ce sont elles qui portent le poids de la bêtise. Et je ne conteste pas, mais j'ai essayé d'attirer l'attention sur un autre aspect, qui n'est pas évidemment exclusif, un autre aspect qui est ce moment où, essayant de s'orienter parmi les choses, là, on oublie la place exorbitante qu'on se met à occuper dans l'espace, ou choses comme ça. Ou l'erreur grossière de rythme que l'on commet en n'étant pas en accord avec ce qui a lieu, avec soi-même, etc. Bien sûr, ça ne peut pas être absolument distinct, mais un petit peu quand même, provisoirement. La dame va dire quelque chose. Françoise Gaillard. Il y a une chose qui m'intriguait dans ce que tu as dit. Moi, je souscris entièrement. D'ailleurs, pour revenir sur la citation, c'est aussi parfois une sorte de paresse de la pensée, qui a bien évidemment ce que tu as dit, la marque de connaissance, etc. Mais aussi une espèce de paresse de la pensée, c'est-à-dire que tu t'abrites derrière une espèce de pensée, d'ailleurs que tu ne vas pas essayer véritablement d'analyser, et puis comme ça, tu faufiles. Non, moi, ce qui m'intrigue dans ce que tu as dit, ce n'est pas la question de la bêtise.
c'est le brevet d'intelligence que tu accordes, que tu à certains, si tu veux. Bon, tu dis sont des gens intelligents, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que cette intelligence? Sartre et Simone de Beauvoir sont des gens intelligents. Foucault est quelqu'un d'intelligent. Enfin, bon, à plusieurs reprises, c'est venu comme quelque chose qui est de l'ordre de oui, une espèce de brevet, comme ça, qu'on leur a décerné. Et qu'est-ce que c'est que cette intelligence pour toi? Qu'est-ce que c'est que cette intelligence? Qu'est-ce qui permet de dire ils sont intelligents? Alors, après, ils ont leur forme de bêtise, hein, tu as montré comment ça pouvait se passer. Mais qu'est-ce que c'est justement cette intelligence qui n'est pas le contraire de la bêtise? C'est pas le contraire de la bêtise. De toute façon, ça peut cohabiter, ça peut. Et pas simplement comme un. Bon, c'est ni un envers ni une ombre portée, la bêtise. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intelligence? Moi, c'est ça qui m'intriguait le plus. De pouvoir dire, tiens, ce sont des gens intelligents. Deleuze est intelligent, Nancy est intelligent, Foucault est intelligent. Ce à quoi je souscris, moi aussi, je dis, ah, très intelligent, surtout quand je pense à Foucault, qui m'a toujours fasciné justement par son intelligence. Alors, elle était faite de quoi? D'acuité, de vivacité, de capacité argumentative, bon. Mais c'est quoi? Pour toi, quand tu dis de X, Y ou Z, ils sont intelligents. Oui, il n'y a pas un lexique de Pachet comme il y a le lexique de personnes. Mais je comprends la question. Je vais essayer de répondre sérieusement. Je crois que le mot intelligent que j'ai employé dans, disons, trois circonstances différentes n'avait pas le même sens exactement, la même nuance à chaque fois. On est d'accord. Dans le cas de Foucault, que je n'ai pas connu personnellement, vraiment, ce qui m'apparaît à travers le livre de Mathieu Lindon est lié moins à ces livres si impressionnants, je ne sais pas, les mots, les choses, l'histoire de la folie, c'est moins lié à ça qu'à ce qui apparaît de sa relation avec des gens plus jeunes que lui et de la liberté qu'il leur donne. Et là, je suis admiratif, bien que je ne connaisse ça que par le récit qu'il en fait, et je trouve qu'il y a une grande intelligence, enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, effectivement, mais une intelligence qui est aussi une lucidité, un désir de liberté, un désir de donner la liberté, de ne pas attacher les gens à soi. Oui, là, dans le cas de Sartre, quand je dis Sartre est intelligent, ça veut dire que je le considère au fond comme un con intelligent. Quoi. On entendait ça. Bah oui, donc je le souligne au cas où ça n'aurait pas été clair. Donc, on utilise les mots comme tout le monde, bah, avec des valeurs différentes. C'est pas des billets de banque, c'est une substance beaucoup plus malléable. On peut peut-être se demander dans quel cas nous disons de quelqu'un est intelligent. C'est ça. Alors à ce moment-là, c'est tout de même. Ça c'est vraiment intelligent. C'est-à-dire on est en train de dire quelque chose. Il nous dit quelque chose sur ce qu'on croyait déjà penser, ou ce qu'on ne savait pas qu'on pensait à moitié, etc. On pensait qu'on n'avait pas encore. Voilà. Aussi. Donc c'est une affaire de relation. Perçu avec cette netteté. Voilà. C'est apparence de netteté, parce que c'est jamais très net. Et ça, cette reconnaissance de l'intelligence de l'autre, qui soit vous fait voir ce que vous voyez déjà, mais tout d'un coup autrement, mieux, soit vous fait découvrir quelque chose que vous n'auriez pas du tout vu. Chez Foucault, c'était souvent ça, tout d'un coup. Vous allez sortir des épistémèques qui ruisselaient archéologiquement. Rendez-vous, vous avez des choses effrayantes, c'est donc ces découvertes tout d'un coup qu'on faisait, soit du très connu qu'on redécouvrait, soit du inconnu qu'on découvrait pour la première fois. C'est ça souvent l'impression qu'on peut avoir que l'autre est intelligent. Et c'est pas loin, en effet, de ces effets de captation qu'il y a, je reviens Flaubert, mais ces effets de captation que Flaubert négativement décrit, c'est-à-dire que pour réfléchir, ils se disent face à ce qui arrive, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui les tienne par la nuque, qui leur dise ce qu'il faut voir, ce qu'il faut penser, sinon ils sont foutus. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est une relation. Et encore une fois, je crois avoir, je crois pas être du tout obsédé par cette question de l'intelligence des autres ou de la mienne supposée. C'était à cause du livre de Lindon dans lequel cette question il l'a fait apparaître d'une façon touchante. Dans ce que tu dis, c'est ce rapport justement à la liberté, non seulement sa propre liberté de penser, qui a pu être affirmée par le fort avec le Pélissien, parce qu'à ce moment-là, il était exclu des temps de terre, et on a repris ça pour se fâcher autour de la question, car Claude Lefort. Mais
l'audace, cette liberté de la pensée. Et là, ce que tu dis dans le cas de Foucault vu par Mathieu, là-dedans, c'est la possibilité de faire accéder l'autre à sa liberté. Ça, c'est effectivement une forme extrêmement subtile et intéressante de l'exercice de l'intelligence. Parce que, évidemment, on pense, la première chose à laquelle on pense, c'est la liberté et l'audace de la pensée. Mais la possibilité de faire accéder l'autre à cette audace et cette liberté comme un des exercices de l'intelligence, ça me paraît extrêmement juste, ce que tu as dit. Peut-être que le livre, moi je ne l'ai pas encore lu, je voulais le lire, le livre de Mathieu Lindon, que nous avons eu effectivement les uns les autres comme étudiants pendant... Et qui a suivi le séminaire de Roland Barthes. Il était avec Roland Barthes d'ailleurs pendant un certain temps, ça c'est une anecdote aussi. Mais non, c'est pas de l'anecdote, c'est important. Non, tu as fait le temps. Je reviens sur le début, parce que sur Sartre, etc., ça paraît peut-être du passé, mais moi je trouve que ça reste quelque chose de très, très, très important, et un des grands enseignements qu'on peut tirer du milieu du XXe siècle. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu as dit, peut-être... alors là, en particulier dans la confrontation, en effet, Sartre-Simone de Beauvoir, le fort. Ou bien dans les réactions, même entre Sartre-Simone de Beauvoir et Merleau-Ponty, face aussi donc à ces grands moments politiques Rousset, procès Korchenko, procès Rousset, enfin procès intenté par Korchenko, procès intenté par Rousset aux lettres françaises qui déniaient la réalité des camps soviétiques. Je dis ça, c'est parce que c'était ça, tout de même des témoins, c'est-à-dire les survivants de camps soviétiques, se présentaient devant le tribunal à Paris et les avocats du Parti communiste français leur disaient ce que vous avez vécu n'a pas existé. C'était ça. Bon. Que des grands intellectuels n'aient pas immédiatement reconnu ça, et qu'ils aient au contraire, ils aient rompu avec, ou en tout cas ils aient mis à distance quelqu'un comme Lefort qui lui tout d'un coup a reconnu ça. Là je dis que la question de la bêtise de l'intelligence, qui est effectivement je sais que redire des choses que tu dis, mais j'y insiste parce que c'est pas simplement de la bêtise. Non, attends, je voudrais terminer. La bêtise de l'intelligence, là, c'est aussi... c'est mettre toute son intelligence à refuser le choc du réel. Le choc ne refusait pas, il le connaissait. Non, c'est pire que de la bêtise ou de l'aveuglement volontaire. En revanche, sur Simone de Beauvoir, je serais moins généreuse que toi. Quand on lit certains textes de Simone de Beauvoir, on reprend des choses comme son journal, enfin, sur les États-Unis, ou quand on regarde les témoignages de Claude Lanzmann, peu importe ce que l'on peut penser de Claude Lanzmann, il y a chez elle ce que j'appellerais alors là une véritable forme de bêtise, quelque chose de rigide, péremptoire, dogmatique. C'est hallucinant. La manière dont elle va aux États-Unis, par exemple, s'informer sur ce qui se passe aux États-Unis, avec une espèce de rigidité, quelque chose qui d'ailleurs doit entrer déjà dans des cadres qui sont construits. Là, on doute de ce que l'on pourrait appeler l'intelligence comme ouverture, liberté de l'esprit, des arrimages, des ancrages, possibilité de faire entrer de l'autre. Tu ne vois rien de tel chez Simone de Beauvoir. C'est hallucinant, y compris dans son écriture, dans la manière elle-même. Ah oui, il y a une inconscience. C'est inouï, c'est exaspérant même. Ah, moi j'ai le souvenir d'avoir été choquée en lisant un de ses mémoires. C'était au moment de la débâcle de 40, elle dit, je crois qu'ils ouvrent une bouteille de champagne, elle dit que c'était une bouteille de champagne laissée par une réfugiée qui avait été arrêtée. Enfin, il y avait une espèce de... C'était dit avec une sorte de bonne conscience, tout à fait... Ouais. Pauvre Simone. Je voudrais revenir sur ce que disait Claude sur Bouvard et Pécuchet. Je reviens toujours à Bouvard et Pécuchet, mais tu évoquais en fait ce que tu as écrit là-dessus, le défaut de jugement chez Bouvard et Pécuchet. Et il me semble que ça intervient comme comme un élément d'un triangle bêtise, intelligence, jugement. Hein. Il y a le défaut de jugement, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables d'évaluer à chaque point de leur trajectoire ce qui se passe et de décider si c'est bête ou intelligent eux-mêmes. Hein. Ils sont dans l'incertitude, et quand tu disais qu'on a besoin de leur tenir
l'épaule ou la nuque pour savoir que faire. Ça, c'est une forme de... Le défaut de jugement est une forme de bêtise, d'une certaine manière. Et ça rejoint ce que tu disais sur le fait qu'il y a certains moments où on doit asserter. On doit... Et là, ça a à voir avec quelque chose que Pierre dont on a parlé, en particulier à la fin, qui est très, très difficile, je trouve, c'est la question du soi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de juger? Est-ce que le droit de juger ne se donne jamais ce droit de juger? Ils ne sont pas légitimes. C'est quand ils jugent, ça veut dire ils ne sont pas légitimes. Quand ils jugent, ils rejettent tout simplement. C'est fini. Tout ça, bon, ça n'a plus d'intérêt. Mais il n'y a pas ce moment, en effet, de discriminant où... Alors, pour eux, être soi, c'est une malédiction, en effet. On retrouve la citation de Deleuze, là, mais... oui, mais en même temps, c'est pas des personnes. Hein. C'est pas des personnes, tu as raison. C'est pas des personnes. Non. C'est... Mais ce que je trouve touchant, ça m'était jamais apparu avant de t'entendre, c'est ce mouvement obstiné de remise en cause de ce qu'ils se sentent comme opaque, comme oppressant, mais sans arriver jusqu'au bout, quoi. C'est vrai, il faudrait retrouver citation, jugement, etc. Quelqu'un que Flaubert lisait beaucoup, je crois, c'est Montaigne. Montaigne citant, pour prendre l'histoire, l'évocation de l'histoire de la citation que fait Hannah Arendt dans son texte sur Benjamin. L'opposition entre un état peut-être politique où la citation valait autorité, c'était argument d'autorité. Si on citait un texte, c'était parce que c'était, si on citait en particulier dans la controverse, un texte reconnu par tout le monde, il fallait ensuite fermer sa gueule. C'était une autorité. L'état de la citation au sens de Montaigne, c'est tout autre chose. C'est au contraire l'exercice du jugement. Ça vous incite à, en particulier entre plusieurs citations, entre plusieurs auteurs, on s'en donne plusieurs, et aucun ne vaut par lui-même, même s'ils sont des grands auteurs, etc., ne vaut autorité. On s'entreglose. Voilà. Mais c'est curieux, avec vos réflexions, on a l'impression que la citation, ou bien fait massivement autorité, ou bien tout d'un coup est rejetée avec une égale bêtise, finalement. Le moment de rejet est tout aussi stérile. Il y a une stérilité de la bêtise. Et ça devient marrant par moments. Anne, quand tu présentais très rapidement, en fait, résumé, enfin, parce que tu disais à propos de Pécuchet que s'attaque à savoir, ça ne marche pas, ça s'effondre, ça s'écroule, etc. Puis ils vont recommencer. Et je disais, au fond, c'est le principe du gag de Charlot et de la poutre dont tu parlais, parce qu'à chaque fois, il y a la poutre sur la porte, ça tombe sur là, puis après, voilà. Tu vois, c'est un peu ce principe. C'est le côté, c'est ce principe. À part qu'il se déplace, d'un savoir à l'autre, mais c'est effectivement effectivement, tu as tout à fait raison. Un angle légèrement modifié à chaque fois, c'est une forme aussi de déplacement du problème. Donc, c'est un peu le même principe. Oui. Mais on a aussi rapproché, mais je crois que le rapprochement est excellent, et c'est les deux bons hommes du cinéma burlesque, avec les Laurel et Hardy, ou ce genre de personnes ou Charlot. Là, je suis allée voir, on était 7 dans la salle, le spectacle Bouvard et Pécuchet qui se donne encore, je crois que c'est théâtre, c'est rue Keller, et ça se donne encore, ça doit être ce soir et demain, c'est dans le 11e. Et ils ont fait une adaptation de Bouvard et Pécuchet, bon, qui n'a pas que des qualités, mais il y a un moment où les deux personnages sont traités comme des charlots, d'une certaine manière, avec une musique de fond, et c'est assez bien vu comme une sorte de la transposition dans le domaine du burlesque, avec effectivement la situation où le personnage se cogne au réel, et il revient. Voilà. C'est dans les actualités de notre revue Flaubert, revue critique et génétique, dont je fais la publicité en passant. Et il y a eu d'ailleurs un autre spectacle, Bouvard et Pécuchet, au théâtre de Bobigny, et nous comptons bien. En principe, nous organisons l'après-midi du 7 mai, qui sera un séminaire Flaubert le matin avec Elisha Rosen. Ça sera à confirmer, mais nous avons invité les deux acteurs qui jouent le spectacle Bouvard et Pécuchet, qui sont en même temps l'un est un adaptateur et
a fait le découpage du texte, à venir présenter leur spectacle ici. On passera des extraits du spectacle Bouvard et Pécuchet, et on aimerait bien, moi j'étais avec Jacques Nefs, on va organiser cette séance, on aimerait bien qu'ils nous expliquent comment ils ont monté. C'était un spectacle vraiment génial, hein. C'était très très bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, à Bobigny, ça n'a pas duré très longtemps. Et il y avait, je ne sais pas si c'est toujours là, il y avait un extrait vidéo du spectacle Bouvard et Pécuchet sur YouTube, qui est peut-être... voilà. Ça n'a rien... Enfin, je digresse, mais c'est aussi... c'est le séminaire Flaubert et c'est aussi Bouvard et Pécuchet. C'est intéressant de voir que Bouvard et Pécuchet est toujours un texte qui attire, qu'on essaie de monter au théâtre. D'ailleurs, j'avais relevé des passages que je trouvais intéressants, donc je vais faire une citation. De ton article Suis-je bête de la bêtise et des bêtes. Si l'on devait représenter la bêtise, par exemple sur la scène ou dans un tableau, ou par une statue érigée aux frais publics, l'artiste aurait à décider si la bêtise, avec une majuscule, est une divinité elle-même bête, la bêtise au front de taureau, dit Baudelaire, maître allégorie, ou au contraire très intelligente, ce qu'elle démontrerait en poussant les hommes, évidemment, afin de les perdre dans les voies de l'imbécilité. À propos de bêtise d'intelligence, j'ai eu parce que vraiment c'est une des choses que qui griffe dans ce que tu as dit, qui ne va pas lâcher. J'ai vu là, il y a 2 jours, un petit film au Forum des Images, un petit film sur le Rwanda. Je ne sais pas si vous avez vu ça, je ne sais plus le titre, malheureusement, c'est un film très très court, pas bien. Et c'est un film sur les Juifs sur le Rwanda, ceux qui ont les Hutus qui ont protégé les Hutus qui ont sauvé des Hutus, et qui ont protégé les Tutsis, qui ont caché, etc. Et on voit un couple, c'est absolument admirable, un vieux couple, 2 vieux comme ça, vraiment des vieux paysans, et ils ont vraiment opéré de leur vie, c'était absolument incroyable ce qu'ils ont fait. Ce qui est raconté, ce qui est authentifié, manifestement. Et le vieux, une espèce de petit monstre échalas, barbu, il dit c'est les intelligents qui ont voulu te... Il dit, moi je suis pas intelligent, c'est les intelligents. C'est-à-dire des gens qui avaient des trucs en tête. Moi j'ai rien en tête, j'ai fait les choses. C'est ça aussi la bêtise de l'intelligence. Tout d'un coup, un truc, on est comme sur des rails, on lâche plus son truc. Voilà, non, ça me paraît précieux parce que, enfin, de même que ce qui a été rappelé sur le jugement, parce que l'apparent débat entre l'intelligence et la bêtise n'est pas essentiel en réalité. C'est pas l'intelligence qui brille sur le fond de la bêtise, bien entendu, que c'est le jugement, que c'est le bon sens, que c'est l'acceptation du réel quand il vient vous blesser, bien sûr. Mais moi j'ai mentionné intelligence parce que c'est je crois il y a aussi quelque chose qui est français, aussi, qui est lié à l'enseignement français, qui est lié à ma vie aussi, à l'attente de l'école, l'attente des parents. Donc encore une petite anecdote, parce que les anecdotes, il n'y a rien de mieux, quoi. C'est le fond de l'affaire. C'est que quand j'étais petit, mes parents me disaient, oui, tu te crois intelligent, comme Madiolano, mais Danny, lui, il est intelligent. Danny. Alors Danny, c'était un garçon qui était un peu plus âgé que moi, qui faisait partie des amis de mes parents. Danny, alors on me dit, Danny, lui, il est vraiment intelligent, il invente des histoires, il est drôle, il a une mémoire. C'est pas simplement qu'il était bon à l'école, mais il était vraiment très intelligent. Et alors, c'est dur de vivre dans l'ombre de quelqu'un qui est plus intelligent que vous. Non pas que j'avais cette prétention enfantine d'être intelligent, qui je crois m'a un peu abandonné. Et puis, à un moment, j'étais rassuré parce que Danny, dans son existence errante, a émigré en Palestine, puis Israël. Et à un moment, j'apprends qu'il fait des études de psychologie. Ah, je me dis, bon, c'est bien, il est foutu. C'est bien, il fait de la psychologie, donc c'est une espèce de voie de garage, qu'est-ce qu'il va devenir, Danny. Et cet abruti, il y a quelques années, a eu le prix Nobel d'économie. Ah, vraiment, ça m'a fait mal, ça. Il était en effet
Il était plus fort que moi. Bon. Ouais, il était bon, il n'y a pas de doute. Danny Kahneman, salaud. Donc ça existe, il y a bien des différences d'aptitude. Mais je ne peux pas dire que ça me tourmente. Oui, il y a l'intelligence, je ne sais plus dans quel article j'avais lu ça, l'intelligence, en rapportant ça au valet de la comédie du XVIIIe, il y a l'intelligence de Figaro qui a comme revers la bêtise, et l'autre figure, c'est le Gilles, c'est le Pierrot qui est là avec ses deux bras ballants dans les tableaux de Watteau, mais qui a une forme de stupeur qui s'oppose pas à l'intelligence. Enfin, c'est deux figures, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais l'intelligence universitaire, c'est dans la tradition de Figaro, c'est-à-dire l'intelligence qui ne regarde pas sa bêtise, non? Ah ouais. Je sais pas. Est-ce que Figaro, tu le vois bête à certains moments? Non, mais je vois une intelligence qui est dans la clarté pure, qui ne tient pas compte des zones d'obscurité possibles, de la possibilité de chacun de trébucher, comme tu le dis à la fin de ton article, ou de la lourdeur qui est constitutive de chacun de nous. Personne n'est complètement intelligent ou complètement bête. Il y a cette espèce d'interaction. J'aime bien ta conclusion. Je peux me permettre de citer? On est toujours en ce sens plus intelligent que soi, comme on est plus juvénile, plus actif, plus perspicace, plus audacieux. C'est ce surcroît d'intelligence qui nous fait voir notre bêtise, laquelle n'existe que parce qu'en contrepartie, nous sommes toujours plus bêtes que nous-mêmes, plus lourds. C'est toujours avec surprise, par exemple en tombant, que l'on découvre à quel point on est pesant, on est lourd, à donner à la gravité. C'est la bêtise du Charlot. On se croyait aérien, on l'était un peu. Cette différence instable par laquelle nous percevons l'irritante égalité que nous nommons la bêtise, nous l'avons autant en nous-mêmes, entre nous-mêmes et nous-mêmes qu'entre nous. Cette proximité nous étouffe, pourtant en se montrant, elle nous éclaire aussi. Je trouve ça très bien écrit. Très intelligent. Très intelligent. On ne peut pas finir sur ces mots. Peut-être que vous avez d'autres... Claude, tu as encore des choses à dire? Non, il y a une dame dans le fond. Prise de conscience de sa propre bêtise, de la vôtre, il a vécu comme expérience. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux décrire la prise de conscience de ta propre bêtise comme expérience? Ça correspond à quelque chose de particulier. Prendre conscience de sa propre bêtise. Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que prendre conscience de sa propre bêtise? À quel moment? À quel... J'avais envie de dire, mais là j'en ai pas parlé, que dans cette histoire, c'est une question. Enfin, c'est la temporalité de l'existence qui est en jeu, parce que c'est souvent après coup, et bien c'est dans l'appréhension de ne pas être à la hauteur, et c'est difficile qu'il y ait une expérience contemporaine de la bêtise, en quelque sorte, qu'on puisse coïncider avec elle dans le temps, mais en général, l'expérience de la bêtise, c'est après coup. C'est-à-dire, déjà, je sais maintenant, quand je vais repenser à cette rencontre, je sais qu'il y aura... mais pourquoi j'ai fait ça? Et c'était vraiment lamentable. Mais dans le moment même... oui, ça s'entend, enfin c'est musical, ça s'entend à l'oreille qu'on parle faux, qu'on agit faux, qu'on aurait dû se taire, qu'on n'aurait pas dû dire ça, qu'on n'aurait pas dû faire ce geste. Je dis à l'oreille, au sens d'une oreille, il y a une appréciation qui fait qu'on sait que c'est pas ça. Alors, ça c'est une expérience, elle n'est pas véridique nécessairement, parce que par exemple souvent alors je peux parler encore que de moi, je me dis oh là là, mais j'ai été abominable, j'ai été prétentieux, mais en fait souvent on a affaire à d'autres qui sont indulgents, qui comprennent que la maladresse dont on a fait preuve, ou la balourdise, ou l'excès n'était pas si grave que ça. Mais oui, mais je réponds peut-être pas à votre question. Il me semble que oui, je perçois ça souvent. Non, mais continuez.
personnel, je pense que la réponse est après coup, oui, certainement. Et cette question du fait, est-ce qu'on est conscient du moment même qu'on est bête? Vous dites que vous l'entendez, c'est quoi? Non, oui, si, ça peut être simultané avec ce qu'on est en train de faire. Un peu comme ce qui est visible dans certains rêves dans lesquels on se surprend en train de faire quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, mais qu'on est entraîné à faire parce qu'il y a une pesanteur particulière dans le rêve, ou l'idée qu'on a vous entraîne. Mais j'ai l'impression de le vivre aussi dans la vie vigile, la vie éveillée, où il y a un truc à pas faire et je continue. Voilà. Je continue, et par manque de jugement, par mauvaise appréciation de ce qui se passe, parce que j'accorde trop d'importance, par exemple, au rôle que je dois jouer à un moment donné. Donc je dis, je dois être Pierre Pachet, disons, à un moment donné. Alors j'y vais, et là, il y a des moments où j'ai tout à fait tort. Il faudrait mieux m'abstenir, attendre, par exemple. Non. Au sens où, pardon, la bêtise c'est de conclure, et écrivait votre ami, mais la bêtise est aussi une précipitation, un manque de patience, disons. Pardon. Mais ça, ce que tu disais comment tu as dit, c'est une question sur le moment même. La question était effectivement, est-ce que sur le moment même on peut avoir accès à sa propre bêtise? Tu disais, c'est une question aussi où on s'entend par défaut. Et on parle d'autant plus, évidemment, à ce moment-là. C'est évident. Non, je pense, moi je fais des citations, parce que je suis con, mais c'est un passage dans l'idiot de Dostoïevski, chez le général Epanchin, quand il. Vous savez, quand il entre dans la pièce à la réception, il se met à. Enfin, je n'ai pas relu ça depuis des siècles, mais il se met à pérorer. Mais il va faire une bêtise, il y a un vase. C'est ça qui va faire tomber, on sent qu'il va le faire tomber. C'est inévitable. Ouais. Mais c'est vraiment. Il fait une bêtise, mais tout son discours s'enflamme, s'emporte, et plus il sent qu'il parle faux, et plus il faut qu'il continue. Il est foutu, il ne peut pas s'arrêter, évidemment. Mais moi, je rejoins un peu la dame qui est intervenue. C'est si on pouvait localiser sa propre bêtise, ce serait rassurant. Il y a des zones qu'on peut s'apercevoir. Enfin, moi, il me semble qu'on s'entend dire des bêtises, mais il y a les moments où on est dans la bêtise sans s'en rendre compte. Et voilà. Je veux dire, mais ça, c'est une problématique flaubertienne. Le doute dans son. Enfin bon. Madame, vous vouliez intervenir? Oui, moi je me demandais si la crainte perpétuelle de sa propre bêtise, parce que la bêtise des autres rend très prolixe, on le voit bien quand on parle de la bêtise, si la crainte perpétuelle de sa propre bêtise ne risquait pas de stériliser, paralyser la pensée, paralyser l'action. D'autant plus que vous en avez fait la démonstration, la plupart du temps, sa propre bêtise, on s'en aperçoit rétroactivement. Alors il y aurait un espoir si, avec l'âge, puisque c'est rétrospectif, on en tirait des leçons et on devenait définitivement plus intelligent et plus sage. Or, l'expérience, je ne vais pas citer la chanson de Brassens, l'expérience nous prouve que ça n'est pas vrai. Je crois que même avec votre expérience, votre réflexion sur vos bêtises de jeunesse, ne va pas vous mettre à l'abri de vos bêtises d'âge plus avancé, la déesse d'âge plus avancé. Donc, moi, je me trouve un peu désemparée sur cette question de la bêtise. Oui, on est tous bêtes, bon, et alors? Pas plus ou moins. C'est ça là. Oui, plus ou moins. Je sais bien qu'on sait juger la bêtise des autres, hein. Mais alors, elle est partagée, elle est universelle, elle fait même indissociablement partie d'une forme d'intelligence. Moi, j'ai lu des textes, en particulier de philosophes, que j'ai toujours trouvé, même si je n'étais pas d'accord, d'une suprême
intelligence, et il y a des moments dans leur pensée où j'ai arrivé à une espèce de noyau noir, enfin, un point aveugle, où je les trouvais très stupides, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils étaient aussi stupides sur cette question. Alors, bon, ça ne va pas vous étonner que, en tant que lectrice des philosophes femmes, bien souvent, le point aveugle de la pensée des plus grands philosophes, elle s'est trouvée là sur la question des femmes, de la féminité. Donc je crois qu'il y a aussi une dimension, j'allais dire, une dimension d'intérêt. On est aveugle là où on est notre intérêt. C'est Kant qui le disait, c'est pas une question d'intelligence. Il y a des hommes très intelligents qui ont été aveugles sur la question de l'esclavage, sur la question de la liberté du peuple des femmes, etc. On rejoint ce que disait tout à l'heure. Voilà, et que c'est une question d'intérêt, bon, d'intérêt personnel. Alors, pour le cas de Simone de Beauvoir et de Sartre, je ne sais pas, je crois qu'on a fait bien leur procès aujourd'hui, que c'est bien passé, qu'on va les laisser dormir en paix pour l'instant. Voilà. Donc, moi, c'est une interrogation. Oui, on parle de la bêtise depuis 2 ans, mais cette bêtise, est-ce qu'on peut l'éradiquer? Celle des autres, on sait, on voit bien le dogmatisme, le conformisme. Il y a aussi un conformisme de l'anticonformisme, bon, etc. Comment échapper à tout ça? Je ne vois pas, sauf à une lucidité personnelle très intense qui risque de paralyser, une solution véritable, si ce n'est qu'on va continuer à être honnête et intelligent. Il y a un point dans ce que vous dites, parce que vous avez abordé plusieurs questions qui m'intéressent, mais qui touche à la jeunesse, à l'éducation, à savoir que justement l'éducation américaine, par exemple, est très différente de l'éducation française à l'école primaire, au sens où l'enfant est encouragé à parler alors qu'il est encouragé à parler, même si parler, c'est forcément dire des bêtises, et il s'agit de rompre avec cette intimidation qui, dans notre système scolaire, reste, selon laquelle, bon, une bêtise est une faute. Et non, une bêtise n'est pas une faute, c'est simplement une parole parmi d'autres, donc je suis sensible à ça. Je ne prétends absolument pas éradiquer la bêtise, non. Mais ouais, c'est bien. On s'arrête sur ces... Un grand merci. Merci passionnant. À toi. Tout à fait passionnant et riche, et un sujet ouvert, bien sûr. Alors, je vais quand même annoncer le prochain séminaire. C'est Florence Pellegrini, qui est ici présente, qui va nous parler d'un livre qui n'est pas très connu, de Patrick Hourednik. Patrick Hourednik, c'est un écrivain tchèque qui est installé en France et qui a écrit un petit Europeana, qui est disponible en librairie. Moi, je l'avais acheté chez Gilbert. Et qui est une sorte de remake de Voltaire et Bouvard et Pécuchet au XXe siècle. Et Florence va donc parler de ce texte de Patrick Hourednik. Patrick Hourednik, j'aurais souhaité l'inviter, j'aurais souhaité qu'il puisse participer à la séance, et malheureusement, ça ne sera pas possible, mais peut-être qu'on pourra diffuser un entretien de Florence avec Patrick Hourednik. Donc Patrick Hourednik, Europeana, et pardon ? Est-ce que c'est le même Hourednik qui a traduit Vladimir Roland? Je ne sais pas, mais c'est possible, parce qu'il a fait des magnifiques traductions du grand tchèque Vladimir Roland. C'est probablement, oui. Donc ça sera le titre Europeana de Patrick Hourednik, brève histoire critique du XXe siècle en farce.
C'est donc le samedi 2 avril prochain dans la salle des arts. Voilà. Merci. Merci à tous.